Le webinaire d'aujourd'hui, donc il a une intention, c'est de vous permettre d'identifier les mesures et dispositifs d'accès à la formation et d'aide au recrutement, principaux éléments de contenu. Donc on va essayer d'identifier les dispositifs et puis de caractériser un petit peu ces dispositifs. Voilà. Euh, Dans l'immédiat, en fait, bon, je souhaiterais qu'on ait un petit temps où vous puissiez vous exprimer. Donc, vous exprimer par écrit. Donc, ce que je vous propose, c'est de brainstormer. Donc, brainstormer à l'aide d'un outil dont je vais vous donner le lien. Donc, je vais vous demander de vous connecter via un lien que je vous mets à disposition dans le chat. Voilà, donc vous avez en fait dans le chat, vous avez un lien, un lien URL qui est à votre disposition. Donc je vais vous demander de vous connecter à ce lien URL. Et puis, donc à partir de ce lien, euh, donc qui vous allez arriver sur l'écran que je partage avec vous. Bon, c'est un petit outil qui nous permet de recenser les idées. Donc, pour pouvoir exprimer vos idées, donc vous appuyez sur le plus, voilà. Vous saisissez, euh, vous saisissez vous saisissez ce que vous voulez mettre et vous déposez l'idée en appuyant, en envoyant votre idée donc à l'aide de la petite flèche verte, voilà. Et donc apparaît du moins votre idée sous forme, on va dire, d'un post-it électronique. Donc je vais, alors pour vous connecter, il vous faut remplir un pseudonyme, hein, voilà. Donc je vais vous permettre de vous exprimer par l'intermédiaire de ce biais-là. Je vais vous proposer donc de vous exprimer autour du recensement des dispositifs, des mesures, des aides que vous connaissez, donc d'accès au recrutement ou d'accès à la formation. Voilà. Donc je vois que vous commencez à vous exprimer. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont indiquées. Donc je vais, voilà. Donc hop. Je vous laisse vous exprimer. Le micro.
Allez, je vous laisse une dernière petite minute pour que vous puissiez vous exprimer. Et puis, on va essayer effectivement de débriefer en fonction de ce que vous avez noté. Bon, je ne vois plus guère d'idées qui apparaissent. Donc, je vous propose de débriefer. Donc, bon, on va essayer de regrouper déjà des éléments. Je vois qu'il y a donc CPF qui est cité plusieurs fois. Voilà, donc je vais regrouper. Donc, cité trois fois. Je vois qu'il y a le donc CEP qui est cité aussi plusieurs fois. Donc, je vois, en tout cas, je vois à peu près, je le vois deux fois. Il y a des dispositifs de type prépa, donc prépa avenir sup, prépa clé avenir, prépa. J'essaie de regrouper hein, par grande typologie en fonction de ce que vous vous êtes exprimé. Bon, prépa apprentissage également. Prépa clé, donc je vais le remettre ici. Donc je pense que j'ai fait le tour de prépa. Voilà. Alors, il y a certification Cléa ou compétences clés Cléa qui apparaît. Il y a bilan de compétences qui apparaît, validation des acquis de l'expérience, il y a visa métier donc qui apparaît deux fois, projet de transition pro donc qui apparaît, plan de formation de l'entreprise, alors TPME, apprentissage, voilà. Hop, 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 voilà. Donc, apprentissage, PROA, contrat de professionnalisation cité deux fois, PROA, ah, comment ça se fait que j'avais alors, excusez-moi. Ok. Donc, PROA qui est cité aussi ici. Donc, vous avez AFPR, un emploi, une formation, parcours emploi, formation, reconversion des militaires. Donc il y a Transition Pro. Alors Transition Pro qui était voilà qui est cité ici. Voilà. AIF donc cité une fois. Un emploi, une formation cité une fois. Plan de développement des compétences des entreprises et remise à niveau. Et puis il y a Sésame, voilà, euh, qui est cité ici. Il y a mission locale qui est cité, plan de formation des entreprises, ok, que je vais me permettre de regrouper avec plan de développement des compétences, POI, POSC, ok. TPME,
OK. Alors, voilà les regroupements qu'on peut faire à contrat d'apprentissage. Hop, voilà. Voilà les regroupements qu'on peut faire. Transition pro, il me semble. Ah oui, voilà. Donc, transition pro, voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait à peu près on a fait à peu près les regroupements. Donc, CPF, si je reprends, donc CPF, compte personnel de formation, je suppose, pour ceux qui se sont exprimés. COP, conseil en évolution professionnelle, je suppose. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. AFPR, donc action de formation préalable au recrutement. POI, POEC, préparation opérationnelle à l'emploi individuel, préparation opérationnelle à l'emploi collectif. TPME, donc la personne qui a mis TPME, est-ce qu'elle peut prendre la parole pour s'exprimer sur ce qu'elle met derrière TPME? Alors, c'était sur le site de la région. Alors, c'était un parcours voilà, d'aide pour les demandeurs d'emploi. D'accord, donc c'est parcours au sens TPME, au sens Oui. parcours TPME, quoi. Mm. OK. Donc, Bonjour. TPME, bonjour. c'est très petites et moyennes entreprises. En fait, c'est une POEI, c'est la même chose. OK. Donc, je vois qu'il y en a qui sont affûtés Ouais, sur. en fait la POEI, enfin, c'est du stage en entreprise qui peut se faire avant ou après la formation. OK. Bon, on va revenir en, Il y a, il y a- en- ouais. Il y a un contrat, il y a un CDD de 6 mois minimum à la fin. OK. Bon, Comme les POEI. Pareil. Ouais, on FPR. va revenir dessus. Donc, il y a un parcours TPME. Il y a le dispositif, donc un emploi. Alors, ouais, excusez-moi, donc POE. Il y a donc si je reprends, donc il y a les dispositifs prépa clé à venir, prépa avenir sup, euh, bon, prépa et prépa apprentissage. Euh, alors, il y a d'autres choses qui sont venues se greffer. Donc, il y a aussi, donc, sont cités les contrats d'apprentissage, les contrats de pro, un dispositif Pro A, donc promotion reconversion par l'alternance Pro A. Dispositif via Transition Pro, l'AIF, parcours emploi, tutorat et formation, des dispositifs de reconversion des militaires. Il y a le plan de formation de l'entreprise ou le plan de développement des compétences de l'entreprise. Il y a le dispositif Un emploi, une formation. Il y a le dispositif Visa métier. Voilà. Et puis après, il y a alors, COP, mission locale. Alors, il y a un dispositif qui s'appelle Sésame. Est-ce que la personne qui a mis ce dispositif peut indiquer quelques éléments sur ce dispositif-là, Sésame? Donc, pensez à allumer votre micro pour la personne qui a mis Sésame et puis vous exprimer par rapport à ce dispositif-là. Oui, c'est moi. Bonjour, dispositif de financement départemental sur les personnes mises soit en QPV, soit en ZRR. Pardon, excusez-moi, j'ai pas. Mais certaines personnes domiciliées en ZRR ou en QPV. D'accord, ok. Dispositif départemental qui concerne quel département? Écoutez, sur la région, je connais le 49 et le 72. D'accord, ok. D'accord. Alors, ce que l'on. Je suis pas sûre de l'orthographe. Je ne sais pas si c'est un C ou un S. Pardon. Ok.
Ça marche. Donc, en fait, là, vous citez un certain nombre de dispositifs. Vous citez des interlocuteurs, particuliers. Vous notez aussi des prestations particulières, hein, de type bilan de compétences, de type VAE. Vous notez des dispositifs liés à des certificats particuliers qui sont Cléa, hein, le socle de connaissances et de compétences de base pour les salariés. Donc, bon, globalement, on voit quand même que collectivement, on arrive, en tout cas à peu près, à cerner l'ensemble des dispositifs. Alors, euh, la question qui peut se poser, c'est est-ce que toutes les personnes qui se sont connectées, donc c'est-à-dire les 14 participants, est-ce que les 14 participants connaissent ou pas ces différents dispositifs? J'aimerais que vous puissiez vous exprimer, si vous le souhaitez, en levant, alors dans la, comment, dans la, dans le, pardon, dans les onglets que vous avez à votre disposition. Donc, vous avez un onglet qui s'appelle Réactions. Donc, dans les réactions, vous avez la possibilité de lever le pouce ou de baisser le pouce. Donc, pour ceux qui connaissent, l'ensemble des dispositifs, je vais vous demander de lever le pouce. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les dispositifs, de baisser le pouce ou de faire un signe avec avec une autre émotion. Vous pouvez vous exprimer là, s'il vous plaît, sur l'ensemble pour que je vois. Donc, alors, ok. Donc, c'est un peu partagé. Donc, je vois des personnes qui maîtrisent les dispositifs. Je vois d'autres personnes qui ne maîtrisent pas les dispositifs. Donc, on va essayer de faire le tour des différents dispositifs. Euh, et puis, euh, et puis peut-être éventuellement de s'appuyer sur les personnes qui maîtrisent bien les dispositifs pour présenter un petit peu ces dispositifs-là. Donc, je vous propose de poursuivre notre webinaire avec une première remarque. Et ça aurait pu être une question complémentaire là, par rapport à l'expression que je vous ai demandé sur votre connaissance des dispositifs. C'est que dans le domaine de la formation, en fait, du moins, on fait souvent la distinction entre quatre, quatre types de dispositifs d'accès à la formation en fonction du statut des personnes qui peuvent avoir accès à ces dispositifs. Donc, de manière générale, les conditions d'accès à la formation en France et en particulier en région des Pays de la Loire dépendent du statut euh, dans lequel je réalise cette formation. Donc, on a coutume de distinguer le statut de demandeur d'emploi. Alors, demandeur d'emploi, c'est-à-dire les personnes qui sont à la recherche d'emploi, hein, potentiellement qu'ils soient inscrits ou pas comme demandeurs d'emploi, sachant qu'il faut mieux être inscrit comme demandeur d'emploi, mais globalement, c'est toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Il y a aussi les dispositifs d'accès à la formation qui peuvent être réalisés dans le cadre dans le cadre d'un statut de salarié. Donc, statut de salarié, c'est les personnes qui ont un contrat de travail avec un employeur qui ressort du secteur privé, voilà, donc dont le contrat de travail est régi en particulier
par une réglementation liée au Code du travail. Alors, par opposition, entre guillemets, il y a aussi les publics de non-salariés. Donc, les non-salariés, en fait, c'est toutes les personnes qui ont une activité professionnelle qui n'est pas régie par un contrat de travail, sachant qu'il n'y a pas de définition légale du non-salariat en France. Donc, on le définit par opposition au travail salarié. Du moins, par opposition, c'est pas par opposition, mais on le définit par rapport au travail salarié. Donc, un non-salarié, c'est quelqu'un qui a une activité professionnelle qui n'est pas régie par un contrat de travail. Donc, derrière, on va trouver toutes les personnes qui sont sous un statut de profession libérale, de travailleurs indépendants, de micro-entrepreneurs. On va retrouver les exploitants agricoles non salariés de leur exploitation. On va retrouver les artisans, les commerçants non salariés de leur structure. On peut retrouver les conjoints collaborateurs, donc les personnes qui accompagnent en fait leur conjoint qui est non salarié. On va retrouver les artistes auteurs. Donc j'en oublie sans doute dans les catégories. Donc on va retrouver tous les travailleurs dont du moins toutes les personnes en activité professionnelle qui n'ont pas dont l'activité n'est pas régie par un contrat de travail. Et puis il y a il y a une catégorie un peu à part aussi qui sont l'agent public ou les agents publics, donc c'est-à-dire les personnes qui ont alors qui sont fonctionnaires ou qui sont en contrat avec un établissement ou une structure qui dépend de la fonction publique, sachant qu'à l'intérieur de la fonction publique, on peut distinguer en fait trois types de fonction publique. Donc la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale, donc les personnes qui travaillent dans les collectivités territoriales, et puis la fonction publique d'État, hein, donc en fait les agents de l'État, donc ceux qui travaillent en lien avec des ministères, hein, voilà. Donc il faut distinguer ces trois types de fonctions publiques et puis tous les établissements publics aussi qui peuvent être soumis à des législations un peu particulières. Donc déjà, ce qu'il faut repérer, c'est que les dispositifs d'accès à la formation, ils dépendent du statut dans lequel je fais la formation. Dans le contexte actuel, euh, on va, euh, on va d'abord s'intéresser aux dispositifs qui sont accessibles à partir d'un statut de demandeur d'emploi. Et dans le contexte actuel, en particulier en région des Pays de la Loire, en fait, l'objectif, hein, c'est le plein emploi. Donc, l'objectif, c'est de faciliter l'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi et en particulier l'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi de la part en mettant en œuvre des dispositifs de formation qui facilitent l'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi. Donc, dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de dispositifs qu'on peut qualifier d'aide au recrutement, alors que vous avez repéré préalablement hein, dans l'expression, dans les expressions que je vous ai proposées tout à l'heure, c'est-à-dire on retrouve donc principalement en fait du moins cinq dispositifs donc qui visent à faciliter l'accès à l'emploi, donc dispositifs qu'on peut appeler d'aide au recrutement, qui se réalisent sous un statut de demandeur d'emploi. C'est-à-dire que les personnes qui entrent dans ces dispositifs à l'entrée dans le dispositif, ils sont demandeurs d'emploi, ils deviennent stagiaires de la formation professionnelle pendant la formation, donc ils gardent un statut. En tout cas, ils restent dans une des catégories demandeurs d'emploi. Et donc, ils peuvent être indemnisés à ce titre pendant la formation.
en tant que stagiaire de la formation professionnelle, donc indemnisation en fait qui va dépendre du financement du dispositif et puis des droits ouverts à l'indemnisation du chômage pour le demandeur d'emploi. En région des Pays de la Loire, on retrouve donc 5 dispositifs potentiellement, sachant que dans ces dispositifs, on va dire qu'il y a des dispositifs qu'on retrouve au niveau national, et puis il y a des dispositifs qui sont spécifiques à la région, puisque, pour rappel, les régions sont en charge de la mise en œuvre du service public régional de formation professionnelle, c'est-à-dire chaque région est compétente pour mettre en place des dispositifs de formation permettant à des personnes à la recherche d'emploi de trouver un emploi par des actions de formation. Donc, la terminologie utilisée en région des Pays de la Loire comme le dispositif Un emploi, une formation est un dispositif spécifique à la région des Pays de la Loire. On ne retrouvera pas ce dispositif dans d'autres régions, mais on peut retrouver des dispositifs équivalents dans d'autres régions qui portent des noms particuliers. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en termes de dispositifs d'aide au recrutement, potentiellement pour un demandeur d'emploi, il y a 5 dispositifs qui existent. Donc, premier dispositif qui est Un emploi, une formation. Deuxième dispositif, donc, qui sont ce qu'on appelle les préparations opérationnelles à l'emploi individuel, les actions de formation préalables au recrutement, les parcours donc TPME dont on faisait référence tout à l'heure, donc qui est une spécificité en fait régionale, et puis on peut retrouver donc les préparations opérationnelles à l'emploi collective. Ces 5 dispositifs ont la particularité d'être en relation avec des intentions d'emploi de la part d'employeurs. C'est-à-dire que ces dispositifs, ils sont déclenchés, ils peuvent être déclenchés dès lors où il y a une intention d'emploi souhaitée par un employeur. Sous-entendu, l'employeur a une offre d'emploi, il a du mal à trouver un personnel compétent pour répondre à cette offre d'emploi et potentiellement, il peut être mis en place une action de formation, donc une des 5 actions, une des 5 actions pardon, citées sur la diapositive. Donc, il peut mettre en place une action de formation pour permettre à un candidat de développer les compétences nécessaires à l'exercice de l'emploi. La particularité des dispositifs qui sont cités, c'est également lié à qui réalise la formation. Donc, sur les dispositifs qui sont Un emploi, une formation et sur les préparations à l'emploi collective, la formation se fait par un centre de formation externe à l'employeur qui a cette intention d'embauche. Donc la formation, elle se réalise en centre de formation. Pour les POI, les AFPR et les parcours TPME, en fait, la formation, elle peut être totalement interne et organisée par l'entreprise. Donc, et organisé par l'entreprise. C'est un peu la différence entre les différents types de dispositifs. Si on va plus loin dans l'accès, donc je vous donnerai accès au support, donc les liens que j'ai proposés, en fait, ils sont actifs, hein, donc vous aurez tous les détails des dispositifs. Donc, sur le dispositif, en fait, Un emploi, une formation. Donc, c'est un dispositif, c'est un dispositif récent, du moins, oui, récent, mis en œuvre par la région des Pays de la Loire, qui est en fait une fusion de 2 dispositifs qui existaient avant, qui étaient le dispositif accès à l'emploi et le dispositif visa métier. Donc, les 2 dispositifs
ont fusionné pour donner naissance à un nouveau dispositif qui s'appelle Un emploi, une formation. Donc, l'objectif, c'est effectivement en lien avec des intentions d'embauche, qu'une action de formation puisse être mise en œuvre en lien, dont le contenu est en lien avec les emplois visés. La formation, elle peut permettre d'accéder à une formation certifiante, donc à un diplôme complet ou à une partie de diplôme, voire dans certains cas à des éléments constitutifs qui ne débouchent pas forcément sur une formation certifiante. Ce dispositif, donc mis en place par la région, donc se fait en lien avec les anciens lots visés par Visa Métier, donc avec potentiellement les prestataires qui ont été retenus dans le cadre des appels d'offres liés à Visa Métier. Donc mise en place en lien avec des intentions d'embauche. Les formations sont mises en place dès lors où il y a au moins 5 intentions d'embauche qui sont identifiées. Et donc, vous avez sur le lien tous les éléments qui sont spécifiques à ce dispositif-là. Est-ce que par rapport à ce dispositif, il y a des questions où vous souhaitez avoir des précisions, ou c'est un dispositif qui commence à être connu? Faites-moi part de vos questionnements. N'hésitez pas à prendre la parole si besoin. Oui, bonjour, Monsieur Breton. J'ai une question, en fait, là, vous avez dit un emploi, une formation, ça peut financer un titre complet ou Oui. une partie de la formation. Donc, ça pourrait financer un CCP en particulier. Tout à fait. Ça peut financer un bloc de compétences d'une certification professionnelle pour être plus généraliste. Donc, si on est sur des titres professionnels du ministère du Travail, effectivement, ça peut financer la formation qui débouche sur la validation d'un CCP. Ok, merci. Donc l'idée, c'est vraiment d'adapter d'adapter la formation aux besoins de l'employeur qui est à l'initiative de l'intention d'embauche, avec possibilité de certifier ou pas tout ou partie d'une certification professionnelle. D'autres questions sur ce dispositif? Non? Oui, bonjour Oui, à tous. Moi, j'avais une question précise sur l'intention d'embauche et la oui. région m'a pas répondu, m'a renvoyé sur ce lien-là, donc sur la plateforme régionale, à savoir que une intention d'embauche pourrait émaner d'une agence d'intérim, ce qu'il est précisé dans que c'était éligible à des contrats CDD de plus de 6 mois, CDI intérimaire. Mais il y Oui. a aussi ceux qui sont en intérim sans être en CDI, mais qui peuvent enchaîner sur une assez longue période. Et là, c'est un flou. Parce que moi, j'ai des entreprises, des agences d'intérim qui sont spécialisées dans le paysage et qui, et qui ont des intentions et qui régulièrement, tous les ans, viennent nous voir pour recruter des stagiaires en sortie de formation. Mais j'ai pas eu de réponse. D'accord. Alors, euh, alors je n'ai pas, c'est vrai il y a une interrogation par rapport aux missions intérimaires. Alors, élément de réponse quand même. Donc là, bon, je pense que dans le cadre de la foire aux questions, à terme, la région devrait pouvoir apporter une réponse concernant ses intentions d'embauche sur des missions intérimaires. Parallèlement, alors effectivement, je vais pas aborder ces éléments-là
dans le webinaire, mais il y a des dispositifs spécifiques qui existent dans le cadre des missions, dans le cadre des agences de travail, de travail intérimaire. Hein. Je pense aux contrats de développement professionnel intérimaire, qui sont des dispositifs un peu équivalents d'aide au recrutement, qui peuvent être mobilisés donc par l'intermédiaire de l'OPCO qui dépend, du moins dont les agences intérimaires dépendent, c'est-à-dire ACTO. Donc, il y a des dispositifs en fait spécifiques aux intérimaires qui peuvent être mis en place. Je ne réponds pas à votre question, j'en suis conscient, parce qu'effectivement, c'est pas une il n'y a pas de précision à ce niveau-là. Ce qui peut, du moins, alors après, moi, je représente pas la région hein, quand je présente ce webinaire. Après, s'il y avait des intentions d'embauche avec des durées de mission intérimaire assez longues, faudrait peut-être solliciter directement à partir de ces intentions d'embauche la région pour voir si ce dispositif pourrait être mis en œuvre ou pas. C'est ce que je comptais faire, mais je profitais de l'ensemble du groupe Ouais. pour voir si... Alors, je ne sais pas si quelqu'un à l'intérieur du groupe a une précision à apporter par rapport à ce public cible-là d'agents en mission intérimaire et pas en CDI intérimaire. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des précisions? Je ne sais pas. On peut poser la question au groupe. Bon, il n'y a pas de merci. il y a pas de réaction de la part du groupe. Donc, mais en tout cas, il y a des dispositifs spécifiques, je pense, au CDPI, hein, par exemple, contrat de développement professionnel intérimaire, qui peuvent être mis en place et qui correspondent en fait, alors, les conditions de mise en place sont un peu particulières, mais qui correspondent un petit peu aux objectifs d'un emploi, une formation. Voilà, madame. Je ne réponds pas à votre question, mais voilà les éléments de réponse, en tout cas, que je peux vous apporter. Pas d'autres questions sur un emploi, une formation. Donc, dans le lien hein, que je vous montrais, il y a une foire aux questions hein, qui a été mise en place par la région. Donc, je vous invite à aller voir éventuellement cette foire aux questions pour avoir des éléments de réponse par rapport à quelques questions particulières. Et n'hésitez pas à poser les questions à vos correspondants régionaux de la région des Pays de la Loire sur des questions qui sont liées à ce dispositif-là. Je poursuis. Il y a deux autres dispositifs donc, qui sont les POEI ou les AFPR. En fait, qui sont mis en œuvre donc par France Travail maintenant, donc qui sont des dispositifs dont la durée est limitée à 400 heures, qui peuvent être intégrés, dont la formation peut être réalisée sous forme de formation interne chez l'employeur par l'intermédiaire de tutorat ou de formation interne plus formelle. Donc POI, AFPR, mise en place par France Travail dans le cadre d'une convention de coopération entre l'employeur et France Travail, donc avec la mise en place d'un parcours de formation qui peut être complètement interne à l'entreprise ou qui peut être aussi externe, hein, en lien avec un organisme de formation externe. Donc le détail en fait de chacun des dispositifs, donc vous l'avez en lien, hein, donc les liens que je vous propose, ce sont en fait des liens qui existent sur le site du CARIFOREF où vous avez tous les dispositifs qui sont présentés. Donc, vous avez le détail. Hein, donc,
c'est une action de formation donc, qui est mise en place en lien entre France Travail et l'employeur donc, qui s'engage à embaucher un demandeur d'emploi. L'embauche hein, pour une POI, ça peut être un CDI, un CDD d'une durée supérieure ou égale à 12 mois. Ça peut être préalable à un contrat de professionnel, à un contrat de professionnalisation, pardon, à durée indéterminée. Ça peut se faire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage en CDD d'au moins 12 mois. Donc le principe, en fait, le principe est le même hein, qu'un emploi, une formation, si ce n'est que les interlocuteurs sont un peu différents. Donc c'est France Travail, l'employeur et potentiellement l'organisme de formation. Et puis, vous avez toutes les conditions de prise en charge financière et de mise en place, des actions de formation, sachant que dans les Pays de la Loire, il y a des POI spécifiques sur certains secteurs. Donc, le secteur du numérique, le secteur du transport en commun de voyageurs, euh, donc pour certains types de demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans le plan d'investissement dans les compétences. Et donc, globalement, sur le numérique ou sur les conducteurs de transport en commun de voyageurs, donc vous avez une durée de formation qui peut être supérieure en fait aux 400 heures, qui peut aller jusqu'à 600 heures hein, pour ces dispositifs de formation avec des conditions de prise en charge financière qui sont spécifiques. Donc, pour la POI. Euh, voilà pour la POI. Je reviens, excusez-moi, sur mon support de présentation. Il y a l'AFPR, donc, qui est un dispositif très équivalent à la POI, dont vous avez le détail ici. Euh, dont les intentions d'embauche peuvent être des contrats de moins de 12 mois hein, par rapport à la POI. Euh, voilà, alors sachant qu'il va y avoir une évolution POI à FPR auquel je ferai référence, tout à l'heure. Et puis, il y a un dispositif spécifique en fait à la région des Pays de la Loire qui est un parcours TPME. Donc, comme le disait justement la personne qui s'exprimait tout à l'heure sur le parcours TPME, bah, en fait, le parcours TPME, c'est une POI, voilà, dont la formation peut aller jusqu'à 800 heures. Voilà. Donc, c'est globalement, c'est un financement donc qui provient de la région des Pays de la Loire, qui est réservé aux entreprises de moins de 50 salariés. C'est pour ça que ça s'appelle parcours TPME. Donc, c'est pour faciliter l'embauche dans les très petites ou les petites entreprises, sachant que la région a décidé que dans ce cadre-là, c'était les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, potentiellement, action de formation mise en œuvre donc en lien avec France Travail, financée par la région, mais dont la formation peut aller jusqu'à 800 heures. Donc POI, AFPR, parcours TPME, financement France Travail ou Région des Pays de la Loire, ou dans certains cas, cofinancement France Travail, Région des Pays de la Loire. Donc dispositif lié à des intentions d'embauche dont la durée de formation euh, peut être variable en fonction de l'intention d'embauche en termes de contrat, plus ou moins 12 mois. Voilà. Donc voilà pour ce dispositif-là. Et puis, un autre dispositif, donc c'est la préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Donc mise en œuvre, en fait, mise en œuvre par
aujourd'hui mise en œuvre par les OPCO, donc en lien avec France Travail. Et potentiellement, demain, la région pourrait acheter pour le compte des OPCO des préparations à l'emploi collectif, pardon. Le dispositif donc est mis en lien dès lors où on est sur des intentions d'embauche collective de plusieurs entreprises. Potentiellement, ça peut être une seule entreprise qui a plusieurs besoins. Mise en place par les OPCO. Donc, souvent, dans ce cadre-là, en fait, les OPCO lancent un appel à projet euh, pour, euh, pour mettre en place ces préparations opérationnelles à l'emploi collectif auprès d'organismes de formation. Donc, sachant ce que je disais au départ, hein, le dispositif Un emploi, une formation et les POEC, la formation, elle est réalisée par un centre de formation externe aux futurs employeurs. Les POI, AFPR et parcours TPME peuvent se faire à partir de formations internes organisées par l'employeur directement. Les évolutions, c'est qu'à court terme, il va y avoir une fusion entre les deux dispositifs qui sont POI et AFPR. Il y a un projet de décret qui est en cours, alors qui est en fait cette fusion des deux dispositifs est prévue dans le cadre de la loi pour le plein emploi. Donc il y a un projet de décret qui est en cours d'instruction qui est en cours de consultation, donc qui devrait aboutir d'ici peu et qui fera qu'à terme, il n'y aura plus les deux dispositifs POI et AFPR, il n'y aura qu'un dispositif qui s'appellera POI et les intentions d'embauche, ce seront des intentions d'embauche valables pour des contrats de travail de minimum 6 mois. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient une AFPR, entre guillemets, ça devient une AFPR. Ah bon, il faut attendre la parution de ce décret-là, mais c'est une évolution. Et puis, autre évolution hein, que je citais tout à l'heure, c'est que potentiellement, à court terme, les régions pourraient acheter pour le compte, du moins la région pourrait acheter pour le compte d'OPCO des POEC. Donc, tous ces dispositifs, ils visent à répondre à des besoins économiques d'employeurs pour des demandeurs d'emploi et permettre d'adapter en fait les compétences des demandeurs d'emploi aux besoins des entreprises. Voilà pour ces dispositifs. Questions par rapport à ces dispositifs ou est-ce que c'est... Alors, je vous renvoie hein, sur les critères particuliers de chacun des dispositifs. Hein, en 1h30, c'est compliqué d'aller vers chacun des caractéristiques. Je vous présente les caractéristiques un petit peu générales de chacun des dispositifs. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces éléments-là? Je vérifie dans le chat, il n'y a pas de questions. Non, c'est bon pour... je passe? Alors, ça, c'est des premiers dispositifs en fait d'aide au recrutement qui peuvent être mis en place sous un statut de demandeur d'emploi. Après, il y a des dispositifs qui existent qui permettent en fait, alors des dispositifs qu'on peut qualifier d'aide au recrutement ou d'intégration dans une entreprise. Voilà, donc il y a en fait il y a les classiques, on va dire, alors qui se fait sous un statut de salarié. Donc il y a les classiques contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation. Voilà. Euh, donc à moins qu'il y ait des questions sur les contrats d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation, mais je vous propose de ne pas détailler. Je pense que tout le monde est à peu près. Alors après, si, pour les spécificités, je vous renvoie au dispositif hein, ou aux formations réalisées dans le cadre de contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation. Mais il y a des dispositifs en fait spécifiques qui existent en région des Pays de la Loire, qui sont faits pour faciliter l'intégration de nouveaux embauchés à condition que ces nouveaux embauchés aient un statut
de demandeurs d'emploi avant l'embauche. Donc, il y a deux dispositifs en fait qui ont été mis en place. Il y a un parcours emploi tutorat et un parcours emploi formation qui peut être mis en place donc par la région des Pays de la Loire. Donc, ce sont des dispositifs ressortant du programme régional 2024. Donc, la différence, c'est que sur le parcours emploi tutorat, donc la formation donc, est réalisée pour un salarié qui était préalablement demandeur d'emploi et c'est une formation d'adaptation au poste de travail qui peut se faire dans le cadre d'une formation, du moins qui se fait dans le cadre d'une formation interne, donc par des tuteurs internes, euh, qui peut intégrer de l'action de formation en situation de travail, voilà, mais c'est de la formation interne avec une aide de la région sur la prise en charge du coût de la formation interne, et puis le parcours emploi-formation, donc qui se fait là, contrairement au parcours emploi tutorat, qui se fait par l'intermédiaire d'un parcours de formation en centre de formation externe. La particularité de ces deux dispositifs, c'est que la formation, elle se déroule pour le candidat sous un statut de salarié. C'est-à-dire c'était un ex-demandeur d'emploi qui a été embauché par une entreprise et qui bénéficie, donc pendant qu'il est salarié, d'un parcours de formation interne pour parcours emploi tutorat, d'un parcours de formation externe dans le cadre d'un parcours emploi formation et qui facilite l'intégration et l'adaptation des compétences aux besoins des entreprises. Mais le statut du candidat, c'est sous la forme du moins, il est salarié de l'entreprise. Donc, je vous ai mis le lien donc pour le parcours emploi tutorat, donc qui précise les bénéficiaires, hein, voilà, donc qui étaient demandeurs d'emploi avant d'être recrutés. Donc les entreprises concernées, hein, c'est les employeurs en fait de moins de 300 salariés avec quelques spécificités. Et puis donc c'est la mise en place en fait, c'est la mise en place d'un parcours de formation interne basé sur du tutorat interne ou la mise en place d'actions de formation en situation de travail avec une prise en charge financière de la région des Pays de la Loire pour la mise en place de ces actions de formation-là, prise en charge financière qui peut être différente selon les particularités, en fait, les particularités des salariés qui ont été embauchés. Donc, si c'est une personne en situation de handicap, si c'est un jeune ou un senior de plus de 50 ans, eh bien, peut y avoir des conditions de prise en charge qui diversent selon la catégorie ou le statut particulier des personnes concernées par le dispositif. Donc, euh, dispositif à destination de salariés nouvellement embauchés, ex-demandeurs d'emploi, pour les entreprises de moins de 300 salariés, donc qui facilite l'intégration, donc qui permet de sécuriser en fait le parcours de formation. Autre élément, donc c'est le parcours emploi-formation. Donc les conditions d'accès en fait sont les mêmes que pour le parcours emploi tutorat, si ce n'est que là la formation elle se fait par la prise en charge du moins par la réalisation d'une formation dans un centre de formation, donc dont la durée de formation peut aller jusqu'à 400 heures. Et puis vous avez les conditions de prise en charge, voilà, avec potentiellement une prise en charge partielle, en tout cas des frais de formation, mais c'est une aide, donc c'est une aide à l'adaptation des compétences pour une entreprise. Voilà. Est-ce que par rapport à ces éléments-là, est-ce qu'il y a des questions sur parcours emploi tutorat ou parcours emploi formation ou contrat d'apprentissage ou contrat de pro?
Alors, j'aurais une question. Oui. J'aurais une question. Est-ce qu'il y a un panachage possible, par exemple, qu'une partie des compétences soit apportée par le tutorat et l'autre par la formation? A priori, oui. Ça permettrait, entre autres, qu'une formation qui dure plus de 400 heures, il y a une partie qui pourrait être dans le cadre de parcours emploi tutorat, des compétences techniques en Ouais, particulier, ouais. et, et donc qui se prêterait vraiment à de la formation sur site, euh, peut-être par de la FEST d'ailleurs, à voir. Et, euh, et le reste, hein, plus des apports peut-être de connaissances, des apports de notions, de concepts, serait par l'apport de formation. A priori, la combinaison est possible. D'accord? D'accord. Donc, ça peut être effectivement en partie de la formation interne et en partie de la formation externe. Après, c'est l'entreprise hein, qui demande la prise en charge auprès de la région de ce type de parcours. Voilà, donc ils peuvent être accompagnés hein, par des conseillers en particulier de France Travail, hein, puisque préalablement c'était des demandeurs d'emploi. Donc là, voilà, il y a pas. Alors, ça reste possible. Voilà, ma réponse c'est que ça reste possible. Après, bah, c'est une histoire de, alors je vais pas dire de négociation, mais en tout cas de ouais, de négociation entre l'entreprise et puis les services de la région sur la possibilité et la justification effectivement de la mise en place des deux modalités de formation. Ouais, formation externe et formation interne. D'accord. Parce que, par exemple, dans des formations, on a très souvent des périodes de stage. Donc là, en l'occurrence, ce seraient des périodes chez l'employeur, bien sûr. Ouais, mais là, ils sont salariés, ils sont déjà recrutés. Oui, oui, tout à fait. Donc les périodes dans le planning de formation, là où d'autres personnes dans le même groupe iraient sur des stages ou sur des contrats, des périodes d'alternance si c'est des contrats d'apprentissage, ces personnes-là qui seraient sur parcours emploi formation effectuent ces périodes chez leur employeur. Et c'est là où est-ce que ces périodes peuvent être mises à profit pour l'acquisition de compétences dans le cadre de parcours emploi tutorat. Du coup. Ouais, C'était ça. mais là, monsieur, vous réagissez en tant qu'organisme de formation. D'accord? C'est vrai. Euh, donc après, c'est sur l'organisation de vos formations qui vous permettent en fait de mixer des publics qui Ouais. répondent à différents aspects. Donc ça, c'est pas du tout, on va dire, c'est pas du tout la préoccupation, c'est pas du tout la préoccupation que peut avoir le financeur. Je vais me placer du côté du financeur ou l'entreprise. L'entreprise, elle met en place un parcours de formation, alors avec un centre de formation externe, si on est dans le cadre de parcours emploi-formation, qui répondent aux besoins d'adaptation des compétences liées au poste de travail pour le salarié qui vient d'être recruté. D'accord? Mmh. Mmh. Je redis ce que je disais tout à l'heure. Un salarié, en fait, il n'est pas, du moins, il n'a pas de période de stage. Il est en emploi. Ouais, Vous, j'entends dans bien. votre, non, non, mais vous, dans votre organisation, après, du moins, moi, je présente le dispositif. Vous raisonnez organisation de vos actions de formation. En fait, euh, l'organisation de vos actions de formation pour pouvoir mixer le public, ça reste ça reste ça reste un choix interne à votre organisme de formation pour pouvoir mixer les publics. C'est juste ce que je veux dire. Mmh. Mmh. Voilà, le dispositif, il est prévu pour avoir des actions, parcours emploi-formation, pour avoir euh, une action de formation réalisée par un centre externe. Après, que le centre externe soit en capacité de répondre à la demande de l'entreprise ou d'adapter pour répondre à la demande de l'entreprise, c'est le problème de l'organisme de formation. C'est pas le problème du dispositif. C'est ce que Mmh. je veux vous. Voilà, Ouais, c'est ça.
C'est ce que toujours je vous... difficile parce que bon, ce sont un nombre de personnes qui restent à la marge quand même, j'imagine, hein, des personnes concernées par ces dispositifs-là. Donc, on peut pas faire de l'individuel quand même, c'est compliqué. Ouais, mais c'est le problème de l'organisme de formation. C'est pas le Mhm. problème de, c'est pas le problème du moins, c'est un problème d'organisation de la formation. Mhm. C'est pas un problème de mobilisation du dispositif. D'accord? Encore faut-il que l'organisme de formation, il soit en capacité de répondre tu vois, à la demande de l'entreprise et en fonction d'un certain nombre de contraintes, alors qui peuvent être internes à l'organisme de formation, ça s'entend, mais qui peuvent être aussi liées à des contraintes d'organisation de l'entreprise. Voilà. Mais D'accord. ça, c'est un, mais ça, c'est une, du moins, c'est un renvoyé à l'organisation de la formation qui est du ressort de l'organisme de formation. D'accord, merci. Voilà, c'est pour ça que du moins, il m'est difficile de répondre puisque c'est un choix stratégique de l'organisme de formation. C'est des modalités d'organisation des formations qui permettent de mixer les publics Ok. pour pouvoir répondre à différents besoins. Je ne réponds pas à votre question, mais voilà mes éléments de réponse en tout cas. Mhm. D'autres questions sur ces dispositifs-là? Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, hein, c'est qu'en particulier en région des Pays de la Loire, en fait, sachant que alors même si le taux de chômage a tendance à augmenter, on attend les chiffres là, de fin mars, mais euh, on est une région où on a le plus faible taux de chômage, du moins à fin décembre 2023, on était la région qui avait le plus faible taux de chômage en France, hein. Donc l'idée, c'est du moins les politiques en fait, on va dire de l'État de France Travail et de la région, c'est de mettre en place des dispositifs qui facilitent l'intégration des demandeurs d'emploi. Donc soit en mettant en place des parcours de formation sous un statut de demandeur d'emploi, et la région a mis en place des dispositifs spécifiques qui permettent d'accompagner en fait les entreprises dans l'adaptation des compétences pour des salariés nouvellement embauchés. C'est le principe du parcours emploi tutorat ou du parcours emploi formation. OK. Donc, si je poursuis, parce que je vois l'heure qui avance, en appui, en appui en particulier des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, je pense que c'est important que vous le sachiez, alors sachant que vous le savez sans doute en partie, mais il y a des aides au recrutement, hein, donc il y a des choses qui existent au niveau national, donc qui est l'aide au recrutement d'un alternant, hein, voilà, donc qui est une aide de 6 000 euros, hein, pour les contrats d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation, donc, mais qui concerne les alternants de moins de 30 ans. Il y a une nouvelle aide qui est très récente, donc qui est apportée par la région des Pays de la Loire, qui concerne le recrutement d'un salarié en contrat de professionnalisation de 30 ans et plus, à condition que ça rentre dans certaines formations. Voilà. Donc c'est une aide mise en place par la région, donc qui concerne en fait une aide au contrat de professionnalisation, donc pour les personnes qui sont recrutées en contrat de professionnalisation et qui ont plus de 30 ans, puisque moins de 30 ans, les entreprises peuvent bénéficier de l'aide nationale, de l'aide, oui, de l'aide réalisée au niveau national. Donc, euh, cette aide, elle fait que donc le salarié doit avoir moins de 30 ans. L'employeur doit être mis à jour de ses doit être à jour des obligations, hein, en matière fiscale et sociale. Le contrat doit préparer un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle. Je rappelle que le contrat de pro peut permettre de préparer une action de formation reconnue par une convention collective. Donc, ce dernier point n'entre pas dans l'aide potentielle de la région des Pays de la Loire. Et puis,
le contrat de professionnalisation, il doit préparer une formation donc identifiée par la région. Et donc, vous avez la liste des formations qui sont éligibles. Donc, pour qu'un employeur qui embauche un contrat de pro de plus de 30 ans, il faut que le contrat de pro débouche sur un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle et qui correspondent à une liste des formations éligibles. Je vous renvoie à cette liste de formations éligibles. Alors, je peux vous la montrer. Hein, voilà, donc il y a tout le règlement en fait de la prise en charge de, de l'aide au contrat de pro. Donc, hein, entrée en vigueur depuis le 1er avril, depuis le 1er avril 2024. Hein, donc, c'est une aide toute récente. Et donc, vous avez la liste des formations éligibles au contrat de pro, donc avec le code RNCP, le code RSCP ou le code Certif Info pour des certificats de qualification professionnelle qui ne seraient pas inscrits au RNCP, parce que potentiellement ça peut arriver. Donc vous avez toute la liste. Pour être très honnête, je ne sais pas combien de certifications sont concernées, mais vous voyez que la liste, elle peut être importante. Donc, le principe, si vous cherchez la certification, vous téléchargez en fait la liste et vous faites une recherche par rapport au code RNCP. C'est ce qui va permettre de vérifier c'est le plus facilement possible si la formation est éligible ou pas à l'aide régionale. Voilà donc cette nouvelle aide. Et puis vous avez donc je rappelle que vous avez des aides à l'embauche en contrat de professionnalisation hein, pour les personnes handicapées, donc aide versée par la GFIP, hein, aide de 5 000 euros. Et puis, vous avez une aide à l'embauche d'une personne handicapée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage qui est de 4 000 euros, qui est aussi versée par la GFIP. Et dans le cadre du contrat de professionnalisation, vous avez aussi des aides possibles versées par France Travail hein, de 2 000 euros pour des personnes qui sont recrutées, des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans ou des demandeurs d'emploi de plus de 45 ans dans certains cas. Donc, vous avez des aides. Tout ça est précisé dans les aides au recrutement national. Le lien vous permet d'avoir des éléments d'aide. Voilà pour les aides hein, complémentaires. Donc, ça peut être Juste aussi. Oui, une petite question. L'aide qui est toute nouvelle là, oui, de la région pour les contrats pro, oui. elle est de quel montant? 6 000 euros, c'est 500 6 000. euros par an, 500 euros par mois, pardon, excusez-moi, 500 euros par mois dans la limite de 12 mois. Ok, merci. Donc 12 fois 500, ça doit faire 6 000. Mm, Voilà. merci. Donc voilà pour les aides potentielles. Ensuite, bah, vous avez donc au-delà des dispositifs d'aide au recrutement, hein, vous avez d'autres dispositifs d'accès à la formation donc qui peut se faire sous un statut de demandeur d'emploi. Donc il y a alors, en fait, il y a le compte personnel de formation, voilà. Compte personnel de formation et les abondements possibles du compte individuel de formation. Donc, les abondements qui sont des abondements classiques dans le cadre du CPF. Hein. Donc, ça peut être c'est des abondements, ça veut dire que dès lors où la personne mobilise son CPF et qu'elle n'a pas assez de droits pour financer la totalité de la formation, potentiellement, peut y avoir donc un cofinanceur qui abonde les droits au CPF, voilà, qui peuvent être mis en œuvre. Donc, pour un demandeur d'emploi, donc il y a des abonnements qui peuvent être possibles dans le cadre de l'aide individuelle à la formation, voilà, de France Travail. C'est-à-dire que France Travail peut éventuellement, dans certains cas, euh,
compléter le financement du CPF du demandeur d'emploi si les droits ne couvrent pas. Donc, il y a un lien. Il y a un lien direct donc, qui vous présente les conditions hein, de mise en place de l'AIF. Peut y avoir des abondements pour des personnes qui bénéficient d'un compte professionnel prévention. Peut y avoir des abondements pour les personnes qui bénéficient de droits dans le cadre d'un compte d'engagement citoyen. Donc, si des personnes ne maîtrisent pas ce compte professionnel prévention ou ce compte d'engagement citoyen, bah, je vous invite à aller vers les liens. Alors, tu vois, je vois l'heure qui avance, donc je vais pas trop détailler, sauf s'il y a certaines questions. Il y a des personnes qui peuvent avoir des comptes élus, hein, s'ils sont élus de la République. Il y a un système de compte élu qui est mis en place, donc je vous renvoie vers ce compte élu. Peut y avoir un abondement de la part de la Caisse nationale d'assurance maladie pour des personnes qui ont été soumises à un accident du travail ou à une maladie professionnelle euh, donc qui peut être demandé à condition que l'incapacité soit supérieure à 10%. Donc voilà. Et puis, il y a des abondements spécifiques qui sont apportés par la région des Pays de la Loire. Donc, il y a un abondement euh, format SUP donc, qui est mis en place. Donc, cet abondement, en fait, il est financé par la région des Pays de la Loire. Donc, il faut que ça concerne des demandeurs d'emploi donc, qui résident dans la région des Pays de la Loire, quel que soit le statut, et qui sert à financer, en fait, qui sert à cofinancer en fait, des formations inscrites au RNCP pour des niveaux 5, 6 ou 7 avec des conditions de prise en charge donc, qui peuvent aller jusqu'à 90% du reste à charge, donc qui peut être financé dans le cadre, de la région, à condition donc que la formation démarre au cours de l'année 2024. Voilà. Alors après, la question c'est est-ce que le dispositif il perdurera après? Il faudra voir la politique de la région, mais ça permet pour des demandeurs d'emploi qui ont des projets de formation qui visent des certifications de niveau 5, 6 et 7, d'avoir un abondement de leur CPF pour pouvoir financer la formation. Et cet abondement, il peut aller jusqu'à 90% du reste à charge, sous réserve que ça ne dépasse pas un plafond qui est fixé formation par formation pour pour les demandeurs d'emploi concernés. Et vous avez donc la liste des formations, même chose. Ah, pardon, il y a un lien, ouais, formation de niveau 5. Pardon, vous avez la liste des formations, voilà, excusez-moi, je m'étais trompé de lien. La liste des formations, donc, qui est précisée par la région des Pays de la Loire. Donc, voilà, vous avez une liste de formations qui concerne un certain nombre de formation. Du moins, je vous renvoie à la liste pour voir si potentiellement donc c'est éligible. Donc, il y a un abondement donc pour des formations de niveau 5, 6 et 7. Vous avez un abondement qui est un abondement donc du CPF des demandeurs d'emploi qui s'intitule Transition écologique. Voilà. Donc, qui a un abondement au CPF qui vise des formations certifiantes en lien avec des problématiques de transition écologique. Et donc, il faut que la formation visée par le demandeur d'emploi entre là aussi dans une liste qui est précisée par la région. Donc, je vous renvoie à cette liste-là. Donc, voilà l'abondement transition écologique. Et vous avez un troisième abondement donc, qui est un abondement pour les jeunes ou les seniors, donc c'est-à-dire pour des personnes qui ont moins de 26 ans pour les jeunes et 50 ans et plus pour les seniors, donc qui visent en fait à compléter le financement du CPF, donc dans le cas où les demandeurs d'emploi visent une formation certifiante qui relève du répertoire spécifique ou un bilan de compétences ou l'accès à un permis de conduire à vocation professionnelle
ou pour le financement d'accompagnement à la validation des acquis d'expérience. Et donc ça, c'est mis en place par c'est mis en place par la région, c'est mis en place par la région des Pays de la Loire. Et le principe, c'est que donc les demandeurs d'emploi qui mobilisent leur CPF en fait vont sur l'application Mon compte formation. Si la formation est éligible au cofinancement de la région des Pays de la Loire, il y a un petit logo région des Pays de la Loire qui apparaît. Et donc, dans le processus de financement de la formation, donc, peut y avoir une demande de cofinancement de la part de la région des Pays de la Loire. Et tout ça est traité dans le cadre de l'application Mon compte formation. Voilà. Est-ce que c'est clair pour ces aspects CPF et abondement? Question? Non? Bon, vous avez les autres dispositifs de la région hein, qui peuvent exister. Hein. Donc voilà, tous les dispositifs prépa, hein, prépa rebond, prépa clé avenir, prépa avenir sup, tout ce qui concerne les prépas sanitaires et sociales. Alors, je n'ai pas mis la prépa apprentissage qui apparaissait, qui est un dispositif national, mais on pourrait les ajouter donc autres dispositifs nationaux. Vous avez tout ce qui concerne les formations sanitaires et sociales, et puis vous avez le parcours entrepreneur. Voilà, donc si vous ne maîtrisez pas ces dispositifs, je vous invite à cliquer sur les liens une fois que vous aurez le support et ça vous donnera les précisions. Et puis, potentiellement, vous avez une aide individuelle à la formation, y compris si la formation n'est pas éligible au CPF pour les demandeurs d'emploi. Voilà. Je vois l'heure. Je suis désolé, j'ai pris, ouais, j'étais plus loquace que ce que j'avais envisagé. Donc, pour faire un point, donc vous avez aussi tous les dispositifs de formation qui concernent un statut de salarié. Donc, certains ont été indiqués tout à l'heure. Donc, vous avez en fait pour quelqu'un qui est salarié dans une entreprise, en fait la formation elle peut se mettre en œuvre soit à l'initiative de l'entreprise, donc dans le cadre de ce qu'on appelle le plan de développement des compétences, donc qui est la liste des actions mises en œuvre à l'initiative de l'employeur hein, pour ses salariés, donc avec des aides, potentiellement des aides financières donc par l'OPCO dans le cadre du financement du plan de développement des compétences, en particulier pour les entreprises de moins de 50 salariés, mais qui potentiellement peut être aussi, dans certains cas, prise en charge pour les entreprises de plus de 50 salariés. Vous avez des aides qui dépendent du Fonds national de l'emploi qui sont gérées par les OPCO aussi. Vous avez la formation qui peut se dérouler à l'initiative conjointe de l'entreprise et du salarié, donc qui peuvent être du CPF abondé, hein, soit par l'entreprise, soit par la branche. Et puis, vous avez vous avez un dispositif qui est spécifique, mis en place par la région des Pays de la Loire, qui est l'abondement CPF de salariés, donc qui concerne en fait que certaines typologies de formation pour les salariés. Donc, en fait, il y a, euh, il y a quatre secteurs professionnels qui sont concernés. Donc, le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Il y a le secteur de l'agri ou de l'agriculture ou de l'agroalimentaire. Il y a le secteur de l'enseignement privé à but lucratif. Et puis, il y a tous les métiers de la sécurité. Donc, vous avez là aussi des précisions hein, sur les champs qui sont couverts par ces quatre secteurs professionnels. Donc, si un salarié dépend de ces quatre secteurs professionnels, eh bien, potentiellement le salarié peut avoir un abondement de son CPF par la région des Pays de la Loire. Le principe est le même que celui que j'exposais tout à l'heure pour les demandeurs d'emploi. Donc, c'est via l'application Mon compte formation. Vous avez des dispositifs donc, de promotion et de reconversion par alternance ou les projets de transition professionnelle collective qui peuvent être mis en place. Je vous renvoie
à ces dispositifs. Et puis, vous avez à l'initiative de l'individu, donc la mobilisation du CPF avec les abondements possibles. Voilà. Et puis, vous avez le projet de transition professionnelle financé par l'intermédiaire des associations de transition professionnelle. Euh, pour accompagner les entreprises dans la gestion des ressources humaines, vous avez des dispositifs en fait qui sont potentiellement accessibles aux entreprises, qui sont des aides sur des prestations qui aident à gérer les ressources humaines, à travailler sur en particulier des problématiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et puis, vous avez aussi un programme de la région donc, qui permet de financer de la formation de tuteurs ou de la formation de formateurs FEST. Donc, c'est à mettre en lien avec les parcours emploi tutorat qu'on présentait tout à l'heure. Donc, pour les tuteurs d'entreprise ou les formateurs FES d'entreprise, via l'OPCO, il y a la possibilité de faire financer, s'il n'y a pas d'autres prises en charge, de faire financer pour un employeur la formation de ces tuteurs ou de ces formateurs FES par une aide de la région des Pays de la Loire, donc qui transite en fait par les OPCO. Donc, ce sont les OPCO qui sont en charge de ça. Et puis, euh, vous avez excusez-moi, je vais un peu au pas de course, mais c'est pour respecter un petit peu les horaires, excusez-moi. Donc, vous avez les dispositifs d'accès à la formation sous un statut non salarié. Donc, un non salarié, il bénéficie du CPF avec les abondements possibles. Et puis, il a la possibilité de demander des prises en charge possibles auprès de son fonds d'assurance formation, donc qui dépend du secteur d'activité dans lequel il travaille. Et puis, vous avez les dispositifs d'accès à la formation sous un statut d'agent public. Alors, sachant que là, il faut distinguer si ça relève de la fonction publique d'État, si ça relève de la fonction publique hospitalière ou si ça relève de la fonction publique territoriale. Conditions d'accès à la formation ne sont pas tout à fait les mêmes selon les fonctions publiques. Il était noté tout à l'heure la reconversion des militaires. C'est encore un cas un peu particulier. Donc voilà une synthèse un peu complète et rapide sur la fin, je m'en excuse, des différents dispositifs. On a dépassé 12 heures, mais pour les personnes qui ont un petit peu de temps, je peux consacrer un petit peu plus de temps pour répondre aux questions éventuellement. Voilà, donc si vous avez des questions, bah, écoutez, n'hésitez pas à me poser la question. Je vais arrêter le partage et puis on va prendre peut-être éventuellement des questions qui pourraient se poser. Avez-vous des questions? N'hésitez pas à prendre la parole, hein, si... Oui, et vous nous donnez le diaporama que vous venez Oui, de présenter? je vais vous donner Ok. je vais vous le Parce que, donner tout de suite. ouais, avec tous les liens et tout, ça peut être très intéressant. Ok. Ouais, bah, les liens seront actifs, hein. Donc, Ouais, je vous donne le diaporama en version, PDF, mais les ok, liens sont bien actifs, hein. ok, bon, Voilà. très bien. Merci. Je fais ça tout de suite. Voilà, quelques secondes et je vais vous donner le accès. Voilà. Donc, ouvrir. Voilà. Ah, alors, pourquoi? Voilà. Donc, voilà. Dans le chat, normalement, vous devez avoir un fichier qui est un fichier PDF qui s'appelle dispositif au pluriel diapo. Donc, si vous cliquez sur ce fichier-là, vous pouvez le télécharger et normalement vérifier, mais tous les liens sont actifs. Il ne doit pas y avoir de souci là-dessus. Voilà. Donc, vous pouvez le télécharger, pas de souci. Voilà. Bon, excusez-moi, je suis allé un peu vite sur la fin, mais euh, je, je pensais que ça allait. J'étais peut-être un petit peu rapide sur le. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames, donc j'espère que bah,
ce tour d'horizon, certes un peu rapide, mais vous permettra d'avoir les éléments essentiels sur les parcours de formation. Alors, on a vu au départ que ce sont des choses que vous maîtrisez, hein, parce que collectivement, tout le monde avait repéré un peu les dispositifs. Voilà. Bon, il y a quelques questions. Écoutez, je reste connecté, n'hésitez pas. Et puis, je vais vous souhaiter peut-être un bon appétit vu l'heure. Voilà. Ouais. Et puis, J'avais une question. ouais, alors, il y a un gros Thierry écho. Otigui. Oui, allez-y, Madame Otegui. Oui, en ce qui concerne effectivement le droit public, quels sont les financements quels sont les financements qu'on peut retrouver pour les différentes collectivités, alors, collectivités territoriales ou au niveau national? Alors, pour les agents publics, en fait, on va retrouver globalement, alors sachant que la mise en place selon les fonctions publiques, elles peuvent varier un peu, mais globalement, on va retrouver, euh, on va retrouver le plan de formation de l'établissement public ou de l'employeur public, hein. Donc voilà. Donc ça, il y a le plan de formation, voilà, qui est l'équivalent du plan de développement des compétences pour les entreprises du secteur public et pour les entreprises du secteur privé, mais, mais on appelle ça le plan de formation. Voilà. Donc ça, il existe ça. Il y a une particularité liée aux agents publics, c'est que peut y avoir un certain nombre de formations qui sont liées au poste occupé, c'est-à-dire que leur recrutement, il se fait par concours pour une partie des catégories et que la, la validation du concours elle peut se faire à l'issue d'un parcours de formation qui est un parcours de formation statutaire. Donc il y a certains emplois qui sont soumis à ce parcours de formation statutaire. C'est une particularité en fait des agents publics. Donc voilà. Ensuite, en termes d'initiative individuelle, les agents publics ont droit au CPF. Oui. La difficulté, c'est que, du moins, la difficulté, en tout cas, la particularité du CPF des agents publics est que le CPF reste en heures et n'est pas en euros, C'est ça, oui. que la prise en charge financière du CPF est du ressort de l'employeur, c'est-à-dire que les demandes de formation ne se font pas via l'application Mon compte formation, mais se font directement auprès de l'employeur. Voilà. Et que donc il y a des plafonds de prise en charge dans le cadre du CPF, puisque c'est des CPF en heures. Donc il y a des plafonds de prise en charge en euros. Donc sur les liens que je vous ai donnés, vous avez des informations sur les plafonds de prise en charge selon les, en tout cas pour la fonction publique d'État. Après, pour les collectivités territoriales, ça peut être le choix de chacun des employeurs. Donc ça, faut aller regarder. Vous avez l'équivalent, on va dire, du projet de transition professionnelle, qui est le congé de formation professionnelle. Donc, le congé de formation professionnelle, en fait, c'est un congé individuel de formation hein, pour les agents publics, avec, avec la particularité que pour la fonction publique d'État et pour la fonction publique territoriale, c'est financé par l'employeur. Pour la fonction publique hospitalière, ça passe par une structure qui joue l'équivalent d'un OPCO qui s'appelle l'ANFH. Voilà. Et puis, vous avez un dispositif spécifique qui est de la co-construction en fait entre l'agent et l'employeur dans le cadre de la fonction publique d'État qui s'appelle la période de professionnalisation. Voilà globalement, à gros traits, un petit peu les dispositifs qui existent pour les agents publics. Après, il y a des dispositions qui sont particulières, alors pour les militaires, par exemple, puisque bon, il y a des dispositions particulières hein, liées à la reconversion professionnelle, qui sont des dispositifs très spécifiques. Voilà. Euh, et puis, vous pouvez avoir des cas particuliers parce qu'il y a
il y a des personnes qui sont considérées comme des agents publics. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore qui sont connectés, mais vous avez en fait les agents qui travaillent dans les chambres de métier, dans les chambres consulaires, donc chambres de métier et d'artisanat, chambres de commerce et d'industrie ou chambres d'agriculture, en fait, qui sont dans des dispositions particulières qui sont un peu à mi-chemin entre le secteur privé et les agents publics, donc avec des conditions de prise en charge des formations qui sont un peu particulières. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais voilà. Donc, vous avez aussi quelques cas particuliers d'agents considérés comme agents publics, bon, qui travaillent dans certains établissements publics, en particulier administratifs. Alors, pour tout, euh, en fait, tous les établissements publics à caractère industriel et commerciaux, ils sont soumis à la législation privée. Donc, généralement, derrière, il y a un OPCO et ils dépendent ils dépendent de la législation, pardon, liée aux entreprises privées. Après, vous avez des établissements publics administratifs qui peuvent être sur des champs un peu particuliers, donc avec des conditions particulières. C'est le cas des chambres consulaires. Je n'entre pas trop dans le détail, Madame Otegui, si vous le permettez, parce que après, voilà. Mais voilà à gros traits un petit peu les dispositions. Très bien, merci. J'ajouterais, il y a une possibilité aussi, c'est de solliciter une disponibilité. Ça concerne en tout cas les agents territoriaux et les agents hospitaliers, enfin des fonctions publiques territoriales et fonctions hospitalières. Et voilà, là, c'est le dernier recours, on va dire. C'est l'agent n'a pas la possibilité d'avoir une formation prise en charge dans le cadre du plan de formation, etc. S'il tient à faire la formation, c'est de prendre une disponibilité et de se retrouver sur un statut de demandeur d'emploi. Et dans ces conditions-là, il peut avoir accès à des formations qui peuvent qui peuvent faire l'objet d'un financement de la région. Mais par contre, sans rémunération pour l'emploi, bien sûr, mais avec une rémunération. Oui, mais c'est ce qui s'est passé, effectivement. J'ai eu un enseignant qui n'a pas été pris dans le cadre du plan de formation et il a été obligé de prendre une disponibilité. Oui, alors effectivement, alors après, tu vois, ça concerne toutes les fonctions publiques, hein. C'est aussi valable sur la fonction publique d'État, hein, la disponibilité. Alors effectivement, alors je ne l'ai pas évoqué, mais, euh, mais vous avez aussi la possibilité pour les salariés du privé de faire un congé sans solde, hein. Voilà, donc la disponibilité, c'est l'équivalent du congé sans solde pour les salariés du secteur privé, hein. Voilà, on parle pas de la même chose, mais voilà, ça porte pas le même nom, mais globalement c'est un peu les mêmes choses, sachant que pour les salariés du secteur privé, il y a aussi un autre dispositif qui existe, qui est le dispositif démissionnaire. Voilà, qui peut être le dernier recours. Alors effectivement, c'est des éléments que j'ai pas évoqués, mais c'est-à-dire qu'un salarié du secteur privé qui aurait un souhait de formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle et qui, pour des raisons X ou Y, ne trouve pas les modalités de financement, pourrait entrer dans un dispositif démissionnaire, donc apporter la preuve de la réalité de son projet de reconversion professionnelle, donc déposer en fait un dossier dans le cadre du dispositif démissionnaire auprès de l'association Transition Pro. Et Transition Pro décide du caractère réel et sérieux du projet. Et si le projet est jugé réel et sérieux, c'est les termes de la législation du travail, alors ce salarié peut démissionner, avoir accès aux indemnités de chômage sans conditions particulières, du moins comme tout salarié dont le contrat de travail est rompu, voilà, mais pas du moins dans le cadre du dispositif démissionnaire. Donc, il peut avoir accès aux allocations chômage, du coup devenir sous un statut de demandeur d'emploi et bénéficier du financement en tant que demandeur d'emploi. C'est une autre possibilité. Donc effectivement, c'est des situations que je n'ai pas évoquées, mais qui sont effectivement possibles dans le cadre d'un congé de disponibilité pour les agents publics, dans le cadre
d'un congé sans solde pour les salariés du privé, voire du dispositif démissionnaire pour les salariés du privé. Oui, oui, effectivement, Monsieur Forgery, c'est des dispositifs qui existent. Donc, ils sont plutôt les derniers recours, mais ça existe. Très bien. Est-ce qu'il y a, j'ai encore du temps disponible, hein, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez plus de questions, bah, écoutez, vous pouvez vous déconnecter et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.